Bienvenue sur ce 6e Startup Show. Alors nous accueillons aujourd'hui Pierre Escoubas. Pierre Escoubas est le fondateur de Venomtech. Alors c'est une société quand même un peu particulière dans le monde des biotech parce que sa base c'est de travailler, de faire des médicaments à partir des venins d'animaux. Alors il y a une tradition dans les startups, c'est le pitch, c'est-à-dire la présentation de la société devant les investisseurs en 1 ou 2 minutes maximum, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, quelles sont nos perspectives. Alors, Pierre Escoubas, vous allez vous livrer à ce petit jeu des startups. Place à vous. Merci, donc bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et, je m'appelle Pierre Escoubas, donc j'ai fait une carrière de chercheur dans le monde académique. J'ai bourlingué, j'ai travaillé et vécu à l'étranger. Et puis, on me pose souvent cette question, pourquoi la start-up? Eh bien, j'ai décidé, voici quelques années maintenant, de me lancer dans une autre aventure. Alors, l'idée de travailler sur les venins comme source de nouveaux médicaments vient du fait que les venins animaux, on les connaît pour leur toxicité, sont riches de plusieurs millions de molécules qui ont des propriétés qui peuvent nous intéresser pour fabriquer des médicaments. Je fais souvent le parallèle avec les plantes médicinales que tout le monde connaît. On sait très bien qu'on peut faire à partir de cette médecine traditionnelle des médicaments. Et bien avec les molécules qui sont dans les venins animaux, finalement, c'est la même chose. Il y a un très gros potentiel pour développer des molécules pour des pathologies très variées, la douleur, le cancer, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, etc. Voilà. Alors, l'originalité de Venomtech, c'est d'exploiter ce matériel. Nous avons un savoir-faire spécifique. Nous avons en particulier sans doute la plus belle collection de venins au monde que nous essayons donc d'exploiter. Nous avons aujourd'hui 2 molécules qui dérivent de travaux antérieurs faits dans ma vie précédente qui ont un potentiel pour le traitement de la douleur. Et nous essayons avec mon équipe de développer d'autres molécules, de découvrir d'autres médicaments, d'autres candidats médicaments. Voilà. La société aujourd'hui existe depuis 2 ans et demi. Nous sommes aujourd'hui 10 personnes. Et nous essayons d'avoir une croissance. Le domaine est porteur, puisque l'industrie pharmaceutique aujourd'hui est en recherche de nouvelles molécules. Beaucoup de maladies n'ont pas de traitement approprié. Donc nous pensons, nous sommes dans une bonne dynamique et aussi dans une bonne niche pour développer la start-up. Voilà, en 2 mots, donc ce qu'est Venomtech et ce que sont ses perspectives. Alors, je poserai encore quelques questions, 2-3 questions pour bien définir, un peu poser sa société. Et puis ensuite, place aux questions des internautes, place à vos questions. Alors, là encore, en 2 mots, on en discutait. Le problème des biotech, c'est que le cycle est très long et il faut absolument des financements pour arriver à lancer une société dans le biotech. Alors, comment avez-vous fait ? Alors pour reprendre donc, ce problème, le cycle de développement d'un médicament peut être de 10 à 12 ans entre la découverte et la mise sur le marché et implique des financements qui aujourd'hui peuvent être de l'ordre du milliard de dollars. Donc c'est extraordinairement important. Les biotech typiquement développent dans les phases précoces, c'est-à-dire la découverte des molécules, les tests chez l'animal et puis en fonction des financements peuvent financer des phases d'essai chez l'homme. Alors nous sommes dans des phases très précoces, bien sûr, chez Venomtech, de découverte. Nous avons du mal à lever des fonds privés, puisque c'est assez difficile quand on est en biotech. Le risque est très élevé que les investisseurs perdent leur argent. Nous avons un petit peu contourné le problème par les financements publics sur projet, puisque nous avons bénéficié de plusieurs projets de l'ANR en particulier, l'Agence nationale pour la recherche. Et également, nous pilotons un gros projet européen doté par la Commission européenne d'un financement de 6 millions d'euros. Donc, ceci nous permet, avec nos partenaires, d'avancer dans nos travaux et de pallier un petit peu quand même la difficulté de trouver de l'argent privé. Voilà. Alors, ce que vous m'expliquiez l'autre fois, c'était que c'était le premier petit financement qui comptait. Et je crois que là, notamment, vous aviez eu un prix du centre du ministère qui vous a mis
le pied à l'étrier. Comment ça s'est passé? Oui, tout à fait. Alors en France, nous avons la chance d'avoir quand même beaucoup d'aides publiques. Le concours du ministère, qui s'appelle le concours national de création d'entreprises innovantes, est financé à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et tous les ans, un certain nombre d'entreprises sont lauréates et se voient attribuer des enveloppes pour démarrer. Donc nous avons eu la chance en 2009 de recevoir une enveloppe de 400 000 euros du ministère de la Recherche et d'Oseo, ce qui a permis de monter la société, d'embaucher une première personne, de prendre des locaux, de commencer à les équiper. Et puis ça crée un effet boule de neige, puisqu'à partir du moment où on a un salarié, une infrastructure, on arrive petit à petit à trouver d'autres financements. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes dans une situation beaucoup plus confortable qu'il y a 2 ans et demi. Et est-ce que c'est possible enfin de lancer une biotech? Parce que ça semble... Vous expliquiez justement que dans le logiciel, on peut créer une société dans un garage. Il y a eu des cas absolument fameux, là, bien sûr. Est-ce que c'est possible avec les biotech? Une biotech dans son garage, non. Dans sa cuisine, peut-être, mais ça reste assez inconfortable. Non, il faut des infrastructures. Malheureusement, il faut des infrastructures de laboratoire qui sont très onéreuses. Alors, il faut être optimiste. Je pense que l'aventure entrepreneuriale, il faut absolument l'encourager. C'est une belle aventure personnelle et professionnelle, mais il faut s'attendre effectivement à des difficultés. Mais si on a une bonne idée, de l'énergie, il ne faut pas baisser les bras. Il est important de créer des entreprises. Aujourd'hui, on crée aussi des emplois en créant ces entreprises, aussi petites soient-elles. Donc il faut se lancer et il faut se battre pour essayer d'obtenir des aides, des contrats, des financements. Voilà. Donc le chemin n'est pas parsemé de pétales de rose, mais je ne peux qu'encourager tous ceux qui nous regardent à réfléchir à l'aventure entrepreneuriale qui reste magnifique. Alors faisons un petit rêve, tout marche pour le mieux. Quelles sont les perspectives que peut espérer VenomTech? Alors, idéalement, pour une société comme la nôtre, la plus belle perspective, c'est de découvrir une molécule, de la faire avancer dans le cycle du développement de médicaments jusqu'au stade où elle va intéresser un géant de l'industrie pharmaceutique. À ce moment-là, le modèle classique est de revendre, entre guillemets, la molécule, c'est-à-dire en fait de revendre les droits d'utilisation. Et là, évidemment, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et ça, c'est le succès parce qu'on a de l'argent pour continuer. Voilà. Après, pour moi, l'objectif, le plus bel objectif serait de voir un jour une de nos molécules devenir un vrai médicament. Je crois que c'est ça l'aboutissement ultime, le rêve ultime. Bien. Écoutez, on l'espère en tout cas. Alors, place maintenant aux questions, à vos questions, aux questions des internautes. Alors, première question qui vient de Marc. Est-ce que d'autres sociétés en France ont la même activité que vous? Autre question, activité basée sur des recherches similaires? Alors, bonjour Marc. Alors non, en France, je ne pense pas qu'il y ait d'autres sociétés qui fassent ce que fait VenomTech. Nous sommes dans le monde que peut-être 2 ou 3 sociétés à vraiment avoir cette activité de niche, c'est-à-dire d'avoir des collections de venins, de les exploiter et d'essayer de développer les médicaments. Il y a en France, par contre, quelques laboratoires universitaires ou académiques qui travaillent dans les venins, en particulier nos collaborateurs au CEA dans la région parisienne. Mais nous ne sommes que très très peu à vraiment travailler dans le domaine. Vous comprenez bien qu'il y a une spécialité forte, évidemment. Alors, autre question qui vient encore de Marc. Existe-t-il des sociétés européennes ou américaines qui traitent des mêmes problématiques? On retrouve un peu le même sens de la question. Quel rapport avez-vous avec elles? Alors, je vais étendre un petit peu la question. Il y a des sociétés qui travaillent dans le même domaine, par exemple en Australie. Il y a une société à Singapour. Donc, dans le monde, il faut parler du monde et pas de l'Europe ou des États-Unis. Encore une fois, nous ne sommes que 2 ou 3. Voilà. Il y a des sociétés qui ont une activité très limitée, qui développent une molécule, par exemple aux États-Unis. Une société développe une molécule qui vient d'une anémone de mer pour le traitement de la sclérose en plaques. Mais leur activité principale n'est pas de travailler sur les venins. Ils se contentent de développer une seule molécule. Voilà. Et quelles sont nos relations avec ces gens? Eh bien, souvent, ce sont des amis. Parfois des collaborateurs, et le monde des toxines est relativement petit, donc on se connaît tous et on entretient d'excellentes relations. Il n'y a pas une compétition à couteau tiré et il y a de la place pour tout le monde. Voilà, alors, autre question de Cédric à Sofia. Vous parlez de collection de venins. Sous quelle forme sont-ils stockés ces venins? Oui. Alors, Cédric, nous faisons l'acquisition, je crois qu'il y a une autre question sur l'acquisition des venins. Nous faisons par différents moyens l'acquisition de venins. Les venins en général sont lyophilisés, c'est-à-dire ils sont séchés sous vide
et les protéines qui les composent sont extrêmement stables. Donc on peut conserver pendant des années et des années les venins sous forme lyophilisée sans qu'ils ne perdent leur activité. Et nous conservons certains venins également dilués dans de l'eau un petit peu, dans des freezers à -20. Encore une fois, les molécules que contiennent les venins étant extraordinairement stables, la nature les a faites pour qu'elles aient cette stabilité. Nous pouvons conserver nos collections à -20 degrés sans problème. Donc nous n'avons pas de problème de conservation des venins sur le long terme. C'est effectivement une question qu'on nous pose souvent. C'est ça. Donc ça, vous pouvez replonger dans votre collection, absolument, pour retrouver d'autres molécules, mais est-ce qu'elles sont, je veux dire, un peu... vous les avez en chiffres, quoi, ou vous avez des fiches techniques permettant de dire tel venin a ses propriétés, c'est ça, hein? Nous avons un décryptage un peu de chaque venin? Non, on ne sait pas ce qu'il y a dans un venin a priori. On a une idée générale, par exemple sur les araignées ou les scorpions, on a une idée générale des contenus des venins en termes de type de molécules. On ne sait pas ce qu'il y a exactement, donc c'est ce qui nous oblige à cribler l'activité pour trouver les molécules que nous recherchons. Maintenant, nous avons une base de données, évidemment, de nos venins. Aujourd'hui, on doit être à quelque chose comme 700 entrées dans la base de données, donc 700 échantillons. Et cette collection de venins grandit sans cesse. Voilà. Alors, question encore de Cédric à Sophia. Où en êtes-vous actuellement dans la recherche de nouvelles molécules tirées des venins d'animaux? Alors, vous aviez partiellement répondu, vous aviez dit que vous aviez 2 molécules actuellement en phase. Hein, en développement précoce, oui. Alors, j'ai travaillé depuis très très longtemps dans le domaine, donc évidemment il y a une continuité. VenomTech a déjà dans ce qu'on appelle son pipeline, hein, c'est le jargon technique dans l'industrie pharmaceutique, c'est le cycle de développement. Nous avons 2 molécules qui sont des petites protéines de venin d'araignée. J'ai travaillé très longtemps sur les venins de mygale. Donc ces molécules sont identifiées, elles sont synthétisées, et puis au moins pour l'une d'entre elles, elles ont déjà été testées chez l'animal pour leur activité. Voilà. Donc nous avons 2 molécules dans une phase de développement précoce. Nous espérons que l'une de ces molécules va avancer dans le cycle de développement, finir les tests chez l'animal, et le grand espoir est que d'ici 2-3 ans, elle puisse aller peut-être chez l'homme si ses propriétés le justifient. Voilà. Donc aujourd'hui 2 molécules. Et puis chez VenomTech, nous avons mis en place en particulier depuis 6 mois, 1 an, un certain nombre d'outils. Et j'ai également embauché des collaborateurs tout ça va nous permettre de développer donc, ce fameux pipeline en découvrant de nouvelles molécules. Voilà, donc ça c'est une activité qui démarre en ce moment et qui va nous permettre, je l'espère, d'augmenter le nombre de molécules qui ont un potentiel, alors peut-être pour des maladies cardiovasculaires, peut-être pour autre chose que la douleur, et donc d'avoir plus de molécules en développement d'ici 1 à 2 ans. Voilà, c'est quelque chose qui est en route en ce moment. Alors, autre question. Quelles sont les maladies que les venins pourraient nous aider à combattre? Là aussi, vous y avez partiellement répondu. Et comment agissent-ils? Alors, je vais d'abord répondre à Cédric, à la deuxième partie de la question. Oui. J'utilise souvent pour mes interlocuteurs l'image de la serrure et de la clé. Un médicament, gélule que vous avalez, contient une molécule qui est une serrure, qui est une clé pour une serrure moléculaire. Cette serrure est une protéine qui est sur la surface d'un de vos neurones ou une cellule de votre foie ou de votre pancréas, peu importe. Un médicament agit donc comme une clé qui rentre dans une serrure et qui provoque un effet en ouvrant ou en fermant la serrure. Voilà. Donc, nous sommes des découvreurs de clés chez VenomTech. Donc, par nature, les venins animaux on estime que la totalité des venins animaux vont contenir peut-être 40 millions de molécules différentes, 40 millions de clés, avec des propriétés très diverses. Donc, en fait, c'est une ressource presque universelle. On peut espérer trouver des molécules intéressantes pour beaucoup de maladies différentes, puisque dans toutes ces clés, il va y en avoir qui vont ouvrir des serrures, entre guillemets, dans le système nerveux, dans d'autres organes, et donc qui vont pouvoir être des bons candidats pour traiter différentes maladies. Alors nous, aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur tout en même temps. Nous nous concentrons aujourd'hui sur la douleur. C'est notre premier axe de travail. Dans le cadre du projet européen dont je parlais tout à l'heure, où
multipartenaire avec un financement de plusieurs millions d'euros, nous allons, avec nos partenaires danois, travailler sur autre chose, sur en particulier les maladies telles que l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, qui sont des choses qui les intéressent. Voilà. Donc eux possèdent les serrures, nous développons les clés. Donc nous allons aller petit à petit dans d'autres directions que la douleur. Voilà, donc, et ça va se faire avec des laboratoires, différents laboratoires européens. Tout à fait, le projet européen c'est financé par l'Europe en partie. Voilà, tout à fait, c'est financé complètement par l'Europe. Ouais. Et nous sommes 8 partenaires, donc 7 laboratoires dans plusieurs pays, répartis dans plusieurs pays européens. Donc c'est une très très grosse opération. Voilà. Donc qui va nous permettre de diversifier comment dire, les objectifs que nous avons pour développer ces molécules de venin. Alors, question de Jean-Paul, là aussi vous y avez partiellement répondu. Avez-vous d'ores et déjà des médicaments qui sont à l'état de test? Alors, c'est peut-être pas l'état de test, mais déjà bien avancé. Non, voilà, j'ai répondu à Cédric, je crois. Dans le cycle du médicament qui dure 10 ans, nous en sommes aux 2 premières années pour nos propres molécules. Voilà. Je commenterai peut-être sur cette question en disant qu'il existe aujourd'hui, peu de gens le savent, sur le marché, 5 médicaments qui sont dérivés directement ou indirectement de molécules de venin. Il y a par exemple dans le domaine de la douleur une petite protéine de venin de cône. Alors les cônes, ce sont des escargots marins venimeux. Eh bien, une des molécules de venin de cône est aujourd'hui utilisée à l'hôpital pour le traitement de la douleur, en particulier des patients qui ne répondent plus à la morphine. Voilà. Donc il y a des exemples déjà de médicaments qui existent et qui proviennent de venin. Vous citiez d'ailleurs un médicament qui était un véritable blockbuster, puisque c'était contre l'hypertension. Absolument. Voilà. Un médicament plus ancien, le captopril, qui est dérivé d'un venin de serpent. Et ce médicament a été vendu maintenant depuis sans doute une quinzaine d'années et a généré plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le domaine de l'hypertension. Donc un énorme succès. Alors, on espère que nos travaux aboutiront un jour à ce genre de choses. Donc il y a des exemples concrets de succès dans le domaine. Voilà, donc le proof of concept. Proof of concept, voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, question de Charles, que je lis sur cette MacBook Air. Quelles sont les contraintes réglementaires liées à votre métier? Alors, nous sommes face aux mêmes contraintes réglementaires que l'industrie pharmaceutique en général. Dans la phase de découverte, les contraintes ne sont pas trop fortes, puisque finalement, on fait du travail de découverte, de laboratoire. C'est vraiment un travail de recherche. Les contraintes réglementaires deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure qu'on passe à des tests chez l'animal. C'est extrêmement encadré, bien entendu. Et a fortiori, chez l'homme, dans ce qu'on appelle les études cliniques, où là, évidemment, on a des contraintes extrêmement fortes. Voilà. Et puis, nous, en tant que découvreurs, nous sommes, je dirais, près de la nature. Nous collectons aussi des animaux, nous allons chercher des animaux sur le terrain. On a des contraintes réglementaires par rapport à la biodiversité, par rapport au respect des conventions en vigueur. Nous devons avoir des autorisations de collecte pour les animaux. On ne peut pas garder des animaux sauvages, nous n'en avons pas d'ailleurs ici à Sofia. Voilà, donc il y a des contraintes en amont aussi par rapport aux venins et aux animaux venimeux et au matériel biologique. Et là aussi, un petit peu pour approfondir, comment vous les recueillez ces venins? Vous les trouvez, vous allez vous-même chercher ou sur place un petit peu ou, comment ça se passe? Alors, il y a on combine les stratégies. Nous faisons appel à des fournisseurs. Il existe quelques rares personnes dans le monde qui peuvent fournir des venins de serpent, des venins d'araignée, donc qui vendent ces venins. Nous avons un élevage, mais pas à Sofia Antipolis, justement pour des raisons réglementaires. Nous avons dans l'ouest de la France un élevage d'araignées, avec une personne qui collecte du venin pour nous et qui nous le vend. Et puis, un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est la possibilité d'aller nous-mêmes sur le terrain, chercher des animaux de temps en temps. Donc, il y a eu, par exemple, récemment 2 missions, l'une en Guyane française, et l'autre, il y a 3 semaines, à Mayotte, donc dans l'océan Indien, où nous avons pu aller ramasser nous-mêmes des animaux sur le récif corallien. Voilà. Donc c'est une combinaison de stratégies pour enrichir les banques de venin. Alors question, là on rebondit sur la question de Maurice, hein, mais le venin, n'est-ce pas dangereux?
évidemment. Évidemment, le venin c'est fait pour tuer et pour paralyser dans la nature. Alors c'est une question qu'on nous pose, on nous la pose souvent différemment. On nous dit, n'est-ce pas dangereux d'utiliser des molécules de venin qui sont par nature toxiques pour faire des médicaments? Toutes les molécules de venin ne sont pas toxiques pour un homme. Certaines n'ont pas de toxicité si on les injecte à une souris ou à un homme, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un problème souvent de dose. Tout médicament finalement pris à une très forte dose est dangereux, comme on le sait. Une substance issue de plantes peut être un médicament, mais aussi peut être un poison si on en ingère trop. Donc c'est un petit peu le même principe. Les molécules des venins, à des doses faibles, vont pouvoir avoir un effet de type médicament, et bien évidemment, ingérer à une dose massive ou injecter une dose massive peuvent avoir des effets effectivement toxiques. Voilà. Mais ça, c'est ce qui fait partie de toutes les études en amont. Après la phase de découverte, on a en particulier une phase dans le développement du médicament qui comprend des études de toxicité. Si une molécule a trop de toxicité, elle est rejetée, elle ne poursuit pas son cycle de développement. Voilà. Mais intrinsèquement, les molécules de venin ne sont pas plus dangereuses, par exemple, que des molécules tirées de plantes médicinales. Mais vous qui avez un regard un peu sur l'ensemble des venins, quel est le plus terrible? Vous avez dû en découvrir des collections complètes. C'est le serpent, c'est la grenouille. Il paraît qu'il y a des grenouilles qui sont extrêmement toxiques également. On ne parle pas nous de venin pour les grenouilles parce que ce sont plutôt des substances défensives sur la peau de ces animaux qui sont effectivement extraordinairement toxiques. Je pense qu'un des animaux les plus toxiques au monde, c'est un taipan, un serpent australien, dont le venin est extraordinairement neurotoxique. On peut citer plusieurs autres exemples, comme les cônes, justement, dont on parlait, qui sont extrêmement toxiques pour l'homme. Certaines araignées, comme une araignée australienne, dont le venin peut tout à fait tuer les gens. La méduse, qu'on appelle le box jellyfish en anglais, est extrêmement létale si on se fait piquer par les tentacules. Donc oui, il y a des animaux redoutablement venimeux. Il y a le choix dans les venins. Ils nous intéressent particulièrement parce que évidemment les molécules ont beaucoup, enfin ce sont des venins qui ont beaucoup d'activité biologique, mais du fruit d'une longue expérience de recherche, ce ne sont pas les venins les plus dangereux qui ont forcément le plus de potentiel pour faire du médicament. Voilà. La fameuse clé qui nous intéresse peut être cachée, c'est l'arbre qui est caché au milieu de la forêt, et ça n'est pas forcément la molécule la plus toxique du venin. Voilà. Donc il ne faut pas être trop inquiet par rapport à la dangerosité des venins, et puis il faut être gentil avec les animaux venimeux. Voilà. Alors, question de Marc, comment vous positionnez-vous par rapport aux Big Pharma? Eh bien, les Big Pharma, pour nous, sont des clients potentiels. L'idée pour toute jeune biotech, c'est vrai pour n'importe quelle société, est d'arriver à attirer l'attention d'une Big Pharma en ayant une molécule qui a suffisamment de potentiel. Comme je le disais, monter dans le cycle de développement implique des financements qui commencent par 500 000 euros, puis 1 million, puis 5 millions, puis 10 millions. Donc on comprend vite que seuls les Big Pharma ont les moyens d'assurer ces phases de développement. Donc notre objectif est de travailler avec ces entreprises pour leur céder les droits de nos molécules et pour que nos molécules puissent justement cheminer vers la clinique et vers le marché pour devenir des médicaments. Voilà. Vous faites un peu le rôle de découvreur pour les grosses industries pharmaceutiques. Voilà. Comme je le disais, nous sommes des découvreurs de clés. Notre rôle est de faire le travail en amont et peut-être d'être un petit peu plus réactif, un petit peu plus innovant que ne peuvent l'être certains industriels où les structures sont très très lourdes. Et donc, nous, notre activité de R&D, évidemment, est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide, quoi. Voilà. Donc, on essaie de travailler en partenariat avec les industriels. Alors, question de Jean-Marc. Pensez-vous être à un stade attractif pour les investisseurs éventuels? Quel type d'investissement recherchez-vous? Alors là, c'est l'argent public, maintenant, qui a fait un peu le rôle d'amorçage. Absolument. Et maintenant, donc, est-ce que vous êtes à un stade pour intéresser un venture capitaliste? Alors, c'est une bonne question. J'aimerais pouvoir répondre que oui, nous sommes attractifs. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour être le plus beau possible.
Les investisseurs sont parfois assez difficiles. La prise de risque est un petit peu souvent décalée dans le temps vers des phases où les sociétés sont plus établies. Je pense que dans peut-être 6 mois ou 1 an, nous serons beaucoup plus attractifs que nous ne sommes aujourd'hui, avec peut-être plus de molécules en développement. Les fonds publics aujourd'hui nous permettent d'être assez sereins puisque nous avons plusieurs années de financement devant nous. Et nous recherchons des financements plutôt pour soutenir le développement de la société et donc consolider notre business model. Et il est clair que pour nous, la période critique sera le moment où nous devrons passer à une étape ultérieure de développement des molécules, aller chez l'animal, envisager donc les études réglementaires, où là les financements sont de l'ordre peut-être d'1 million d'euros par molécule. Il est clair que l'argent public ne suffit plus. Voilà. Donc dans une période de 6 mois à 1 an, il nous sera indispensable, je l'espère, pour progresser, de faire appel à des capitaux privés. Voilà. Alors, question de LG à Cannes, un petit peu dans le même axe de pensée. Quelles sont les perspectives de développement de la société, levée de fonds auprès de VC, donc venture capitaliste, vente de molécules ou services? Alors, les perspectives de développement, je crois qu'on les a évoquées, c'est de faire croître notre pipeline de molécules, d'avoir plus de choses en portefeuille, de développer nos plateformes, et on se positionne clairement dans une volonté de leadership mondial. Je l'ai dit, on n'est pas beaucoup, donc on a l'ambition quand même d'être une société référente. Les levées de fonds, bien sûr, auprès des VCs, puisque ce sont les capitaux risqueurs d'une certaine envergure qui ont les fonds nécessaires. Et la fin de la question, excusez-moi, c'était service, une activité de service éventuellement. Oui. Alors nous essayons cette année de mettre en place une offre de services de recherche et développement en direction de l'industrie pharmaceutique pour générer des fonds supplémentaires. Donc nous pensons que un certain nombre d'industriels dans le domaine de la pharma aujourd'hui souhaitent externaliser leurs activités de recherche et développement, on le voit dans d'autres domaines, et donc nous pensons qu'il est plausible de leur proposer d'être des découvreurs de molécules à façon, et ce qui nous permettrait nous de toujours à partir des venins quand même. Voilà, toujours, oui, évidemment. Tout en restant dans notre domaine. Il ne s'agit pas de s'éloigner de notre activité de cœur, mais pour pouvoir générer donc des financements pour la société. Voilà. Donc c'est quelque chose que nous allons mettre en place un nombre d'actions commerciales dans la deuxième moitié de 2012 dans cette direction, effectivement. Alors, autre question de LG, pouvez-vous nous en dire plus sur le projet européen Venomix? Oui, je vous engage à visiter le très joli site web de Venomix, donc www.venomix.eu. Venomix donc, est un projet financé à hauteur de 6 millions d'euros qui regroupe 8 partenaires, un mélange de labos académiques et de PME. Donc nous avons des partenaires français, un partenaire belge, un partenaire espagnol, un partenaire portugais et un partenaire danois. Donc il y a un mélange de laboratoires de recherche, comme par exemple le CEA à Saclay, dans la région parisienne, ou l'Université de Marseille. Et puis nous avons une société pharmaceutique au Danemark et d'autres PME. L'objectif de Venomix, c'est de faire à très grande échelle ce qu'aujourd'hui Venomtech fait à une échelle relativement modeste. Voilà, c'est ce que vous expliquiez un petit peu tout à l'heure, d'élargir la palette un petit peu. Absolument. Des maladies ou des applications qui sont possibles. Et puis, je l'ai mentionné, les venins animaux, c'est 40 millions de molécules potentiellement. On ne peut pas exploiter ça molécule par molécule. Donc, l'objectif de Venomix, quelque part, c'est de recréer au laboratoire une partie de cette diversité moléculaire des venins. C'est-à-dire, au lieu de travailler finalement sur les venins, nous travaillerions sur des collections de molécules issues des venins et reproduites en laboratoire, ce qui permet évidemment d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Et donc nous avons des objectifs extrêmement ambitieux. Dans le cadre du projet Venomix, nous devons étudier en profondeur, par des technologies de pointe, plus de 200 venins animaux, ce qui n'a jamais été fait à ce jour. L'échelle de Venomix est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Voilà. Donc c'est un projet très ambitieux. Et donc, vous pourrez voir sur le site web un certain nombre de détails supplémentaires. Voilà. Question de Laura. Comment motiver l'équipe compte tenu de la longueur des développements? Alors, j'ai la chance d'avoir une équipe formidable. Alors, ils ne sont malheureusement pas là avec moi. Une équipe composée de gens jeunes,
qui sont motivés, qui sont enthousiastes pour la recherche. Une équipe dans une start-up, je crois, on la motive en étant soi-même toujours, j'ose dire, toujours à fond, toujours motivé, en croyant vraiment à son projet. On transmet ça à ses collaborateurs. L'équipe est motivée, la mienne en tout cas, je l'espère, est motivée parce qu'on a un beau projet scientifique. Nous avons un certain nombre de succès avec les financements, avec les projets qui avancent, parce que tout le monde est impliqué dans la vie de la société, dans les actions que nous menons. Et finalement, on se motive avec les résultats qu'on a au fil des jours, au fil des mois. Et on ne réfléchit pas forcément sur le très long terme, sur les 10 prochaines années. Je ne pense pas que c'est ça qui motive mes collaborateurs au jour le jour. Ce qui les motive, et c'est ce qui, moi, personnellement aussi, me fait vibrer, ce sont les succès au quotidien, les succès sur 6 mois, les succès sur une année, le fait de faire ce genre de choses. Et voilà, on a une visibilité, on avance dans notre travail, on a des financements. Voilà, donc j'ai une équipe très soudée derrière moi et j'ai la chance d'avoir des collaborateurs très très motivés. Je ne sais pas s'ils sont en train de me regarder, mais en tout cas, je les remercie publiquement pour leur implication dans le projet Venomtech. Alors une dernière question de Laura, c'est le CIR est-il important pour vous? Alors le CIR, c'est le crédit impôt recherche. Oui. Le CIR est potentiellement important pour nous. Pour Venomtech en particulier, il y a une disposition dans CIR qui dit qu'il faut déduire de l'assiette de calcul les subventions publiques. Or, à ce jour, comme Venomtech fonctionne essentiellement sur des subventions, nous sommes éligibles au CIR, nous sommes jeune entreprise innovante, mais nous n'avons pas ou très peu de retours financiers par rapport au CIR. Mais le CIR est extrêmement important, c'est l'une des mesures phares pour soutenir les jeunes entreprises innovantes. Et je crois qu'en France, on a, de ce point de vue-là, l'une des meilleures dispositions fiscales au monde. Donc le CIR fait partie de cette panoplie d'avantages qui permettent à des startups de vivre leurs premières années. Voilà. Donc malheureusement pour nous aujourd'hui, le retour financier est assez faible. Mais nous avons évidemment beaucoup d'argent public. Voilà, on aurait d'autres questions à poser, mais le temps est terminé. Donc merci beaucoup de nous avoir suivis sur Startup Show. Et surtout, cette émission de 30 minutes sera rediffusée donc, sur le site à www.startupshow d'ici 2 jours. Merci encore à tous et merci à Pierre Escoubas de venir nous explorer, nous montrer un petit peu ce monde très mystérieux des venins. Je vous remercie pour l'invitation et je remercie les internautes de leur intérêt et de leurs questions. Voilà. Merci à tous. Hey!